Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce plateau spécial consacré essentiellement sur la problématique ou les questions liées autour de FDLR, des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, qui constitue aujourd'hui un prétexte pour le gouvernement de Paul Kagame de justifier sa présence dans l'Est de la République démocratique du Congo aux côtés du mouvement terroriste, le M23. Pour parler justement de cette question, j'ai invité pour vous une kyrielle d'experts. Je vais vous les présenter à ma gauche. J'ai approché M. Patrick Mutombo Kambila. Il est directeur aux affaires étrangères. Il est expert, donc c'est un diplomate. Et il a été coordonnateur adjoint honoraire du mécanisme national des suivis. Monsieur Patrick, bienvenue. Merci, cher Oscar. À votre gauche, nous avons invité dans le cadre de cette émission un journaliste de renom. Il s'agit de Nikez Kibelbel Oka. C'est un nom qui vous dit certainement quelque chose. Il a beaucoup travaillé dans la région des Grands Lacs, donc il est spécialiste des questions des Grands Lacs, journaliste d'investigation et patron du journal Les Coulisses. Lui, il est basé dans la région de l'Est, donc dans le Nord Kivu. Il couvre le Sud, le Nord Kivu et la province d'Elituri. À ma droite, nous avons approché les députés nationaux honoraires, Juvenal Munubo, qui est notable de la province du Nord Kivu. Et il fut rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Juvenal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oscar. Bonsoir à tous les auditeurs, les téléspectateurs. Voilà, l'émission sera radio-télé-diffusée. Ça sera suivi en même temps à la télé et à la radio. Et enfin, nous avons invité à la Grande Muette, aujourd'hui qui a accepté de parler. C'est le porte-parole de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit du général-major Sylvain Ekenge. Bonsoir mon général. Bonsoir Oscar. Comment vous sentez-vous? Très bien, merci. Quel est le moral des troupes aujourd'hui? Le moral est au zénith, il n'y a pas de problème. Le moral des FARDC est au zénith. Première question, Patrick Mutombo Kambila, vous êtes expert. Vous avez travaillé comme coordonnateur adjoint au mécanisme national des suivis. Vous êtes coordonnateur adjoint honoraire. Vous avez beaucoup d'expérience. Quelle est la définition que vous donnez au mot FDLR? D'où tire-t-il ses origines? Merci beaucoup, cher Oscar. Je crois que je voudrais, de prime abord, compléter votre présentation pour dire que, avant de travailler au mécanisme national de suivi, j'avais déjà travaillé au commissariat général du suivi du processus de paix dans la région de Grands Lacs, vers les années 2001-2002. C'est à ce moment-là que j'ai eu personnellement travaillé pour le compte de la République dans cette question de FDLR. Pour répondre à votre question, FDLR, c'est un sigle qui signifie tout simplement Force démocratique pour la libération du Rwanda. FDLR. Mais avant qu'on en arrive au terme FDLR, il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel ce groupe s'est constitué. On ne peut pas y revenir ici. On se souvient tous qu'il y eut un drame au Rwanda. Lorsque l'avion du président Habyarimana était fauché par un obus et que cet avion tomba dans son jardin devant sa femme et ses enfants. C'était le 7 avril 1994. L'avion, les épaves, le 6 avril, est tombé même dans son jardin. Il y a eu ce qu'il y a eu comme mouvement et nous avons retrouvé sur le sol congolais une masse de Hutus-Rwandais qui fuyaient la guerre. Et ils se sont d'abord constitués dans ce qu'ils ont appelé le Rassemblement pour la démocratie et le retour des réfugiés. Donc au départ, c'était un groupe qui s'organisait comme
des réfugiés qui doivent rentrer chez eux. Et finalement, il y a eu ralliement d'autres forces hutus rwandaises qui ont fui chez eux pour constituer ce qu'on a appelé le comité de coordination pour la résistance. Et ils se sont, par la suite, mués dans ce qu'on a appelé l'Alliance pour la libération du Rwanda, ALIR, avant de passer à un autre cycle qu'on appelle PALIR. Là, c'est un peu de l'anglophonie. Il disait People's Army for Liberation of Rwanda, PALIR. Mais il faut attendre 2001. 2000. Il faut attendre 2000 pour voir l'entité FDLR se constituer et fondre, de se voir fondre toutes les autres organisations dans une méga organisation qu'ils ont appelée finalement Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il y a eu d'autres tendances, d'autres branches à l'intérieur des FDLR, qui a donné par exemple ce qu'on a appelé le CNRD. Le CNRD était considéré comme une branche modérée, à côté d'une branche dure des FDLR. Nous allons le voir au courant de cette émission. Merci Patrick. Là, vous parlez de la situation des 94, donc 30 ans après. Nikeski Belbel, Loka, des sujets Hutus qui fuyaient la guerre chez eux. Vous avez parlé de l'attentat de l'avion du président Habyarimana, le 6 avril 1994, et d'autres éléments qui ont déclenché la guerre, mais qui a abouti, qui a débouché jusqu'au génocide de 94. Et les Hutus ont fui vers la République démocratique du Congo. Ils ont trouvé les terres de la partie Est comme leur seconde patrie. Nikez, est-ce qu'aujourd'hui, ces FDLR d'il y a 30 ans, ces FDLR qui avaient fui les combats ou le conflit ethnique pour se réfugier au Congo représentent un danger pour se constituer aujourd'hui en prétexte pour Kagame afin d'attaquer la RDC? Merci beaucoup. Répondre directement, ça serait, il ne constitue pas un danger. Mais il faut faire une petite marche en arrière pour comprendre. Lorsqu'en 1990, les FPR montent sa machine pour conquérir le pouvoir, ils créent des milices. Mais il ne crée pas simplement des milices, tout aussi à cette époque, mais il va aussi solliciter les partis d'opposition qui vont créer des milices, d'où le mot Interamwe. Interamwe qui signifie les gens qui sont ensemble. Alors le FPR va infiltrer les Interamwe. Ce qui fait que lorsque la guerre éclate au Rwanda, à part les forces armées rwandaises, vous avez la milice Interamwe qui se bat non seulement contre le FPR, mais aussi avec la milice du FPR. Lorsqu'ils se déversent sur le sol congolais, il faut distinguer trois groupes. Le premier groupe, ce sont les ex-FAR et les hommes politiques. Le deuxième groupe, ce sont les Interamwe, cette milice-là. Et le troisième groupe qui est très important, ce sont les réfugiés, la population civile, qui fuit et qui se déverse sur notre sol. À un moment, et par cynisme machiavélique, si je peux dire, toute la population civile que nous appelons réfugiés sera logée dans la même enseigne que les Interamwe pour dire tous ils sont génocidaires. Et dans cette optique-là, le gouvernement rwandais, qui venait à peine de se constituer des FPR donc, va faire la chasse, va engager la chasse à tous les Hutus qui avaient fui sur le sol congolais, les présentant comme étant des génocidaires. Soit-il modéré ou pas?
modérés ou pas, population civile ou non, réfugiés ou pas, et avec aussi la complicité du HCR, parce qu'ils seront regroupés dans des camps au nord et au sud Kivu, mais quelques temps après, tous ces camps, notamment de Kibumba, de Mugunga plutôt, tous ces camps seront bombardés. Bombardés pour soit permettre aux populations de retourner par force, ou soit de pénétrer les forêts congolaises, donc notamment les parcs, mais surtout de les tuer, parce qu'il faut faire un équilibre. Nous savons que 84% de la population du Rwanda est Hutu. Il faut arriver à équilibrer, même si ce n'est pas facile, mais équilibrer, diminuer sensiblement. Équilibrer en tuant, c'est ça. Naturellement, équilibrer en tuant. C'est comme cela que tout Hutu qui se trouvait sur le sol congolais était considéré comme génocidaire, donc une cible idéale pour le pouvoir qui venait de s'installer au Rwanda. Juvenal Mounoubo, vous êtes notable du Nord Kivu. Vous partagez cette réflexion? Oui, merci beaucoup pour l'invitation et j'ai souscrit au rappel historique que vient de faire M. Patrick et Kibelbel. Il y a eu génocide au Rwanda. Il y a, comme on le sait, ça a été rappelé au cours de l'émission introductive de cette série d'émissions, ce que les Tutsis avaient perdu le pouvoir en 1959 lors de la Toussaint rwandaise. Il y a eu des massacres et les Tutsis sont allés dans les pays voisins. Les Hutus sont restés au pouvoir pratiquement jusqu'à 1994. Et Kagame qui était dans la diaspora, Fred Rwigema qui était dans la diaspora, ils étaient appuyés par Museveni. Et Kagame a beaucoup évolué en Ouganda, il a bénéficié de l'appui de l'Ouganda. Ils étaient formés par l'Ouganda parce que Museveni a joué un très grand rôle pour recruter les jeunes Tutsis et il les a hébergés et a facilité des attaques à partir de Kampala dans la partie nord du Rwanda. Et donc des attaques ont commencé début des années 90 jusqu'à 1994. Alors l'incident, évidemment, c'est les tirs sur le Falcon 50 du président Habyarimana, à son bord donc Habyarimana, notamment Habyarimana et Cyprien Taryamira du Burundi, et d'autres membres d'équipage, des pilotes qui sont morts justement le 6 avril 1994. Alors, ils sont entrés au Congo. Je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a eu de la pression sur le maréchal Mobutu. Et ils étaient installés... Parce qu'au départ, le Premier ministre Léon Kengo Adondo ne voulait pas. Ne voulait pas. Il y a eu suffisamment de pression. Voilà, c'est une question humanitaire. Il faut ouvrir les frontières. Et ils ont été installés pas très loin de la frontière parce qu'ils ont été installés à Mugunga, les camps de Mugunga, les camps de Kibumba, c'est plus ou moins 15 km de la frontière avec le Rwanda. Alors ils étaient donc entrés avec armes et bagages. Alors lorsque l'AFDL est arrivé, l'objectif, il faut rappeler ici, c'était de chasser l'AFDLR. D'un côté, il fallait aider Laurent Désiré Kabila à chasser Mobutu. Mais de l'autre côté, pour le Rwanda, l'intérêt c'était de chasser l'FDLR. Et donc ils ont eu l'opportunité, et à la tête de l'armée congolaise à ce moment-là, c'est James Kabarebe, ils ont eu l'opportunité pendant les années Laurent Désiré Kabila de chasser l'FDLR. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu le faire. Et puis après, c'était une deuxième guerre qui nous a été imposée, c'est la guerre du RCD. Ça a fait 5 ans. Donc on a fait 5 ans, pendant 5 ans, le RCD avait comme objectif de réduire la périllosité ou la dangerosité des FDLR. Mais choses qui n'ont pas pu réussir à le faire. Et puis, après, c'est Laurent Nkunda qui a tenté aussi de combattre les FDLR. Après Laurent Nkunda, c'est la M23. Que ce soit Mutebousi, que ce soit Laurent Nkunda, ce sont des dissidents des FRDC. Mais leur objectif, ils se disaient, voilà, nous protéger la communauté Tutsi, combattre les FDLR. Donc, je rappelle tout ça, c'est pour dire que quand même les FDLR ont été sérieusement attaqués. Il y a eu plusieurs campagnes contre les FDLR. Plusieurs campagnes, depuis les attaques des camps de réfugiés lors de l'entrée de l'AFDL, lors de 5 ans de guerre du RCD, les insurrections au sein des FARDC animées par des Tutsis. L'objectif c'était de combattre les FDLR. Des Maïmaï dans la région du Nord Kivu ont combattu aussi les FDLR, des Maïmaï dans la zone de Walikale par exemple. Les Maïmaï se sont donnés comme tâche de combattre aussi les FDLR. Des grands chefs FDLR ont été tués, c'est le cas de Sylvestre Mudachumura, c'est le cas de Sadiki qui est mort à Walikale. Et donc des analystes avertis se disent mais cette menace n'est plus comme elle l'était avant. Il y a le facteur temps aussi parce que
FDLR de cette époque-là, il a quel âge? Il doit avoir au moins 45 ans maintenant, donc c'est des personnes d'un certain âge. Est-ce qu'ils sont toujours efficaces? Et donc, au fil du temps, la menace de FDLR, même si elle était menace à l'époque, elle a été réduite sensiblement. Et donc, de plus en plus, Kigali exploite ça comme un fonds de commerce. Justement, c'est la question que je voulais poser. Kagame bénéficie d'une compassion général internationale, a longtemps bénéficié de cette... Vous appelez ça compassion? Une sorte de compassion, une sorte de posture victimaire, une sorte de victimisation que voilà, mon pays a subi les génocides et donc vous devez m'aider, raison pour laquelle toutes les fois qu'il y a de commémoration, il y a des invitations adressées et aux anciens présidents et aux présidents en fonction. La commémoration du génocide. C'est une façon un peu de vendre, de se victimiser, de montrer et de justifier finalement ces campagnes militaires en territoire congolais. Général Sylvain Ekenge, vous êtes un homme de terrain, un homme des troupes. Nous avons été avec vous, nous avons accompagné dans les Grands Nord, dans la province de l'Ituri et partout, là où il y a de l'insécurité. Je voudrais savoir si aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le FDLR, tel qu'est décrit par Juvenal Mounoubo, par les autres intervenants, représente une menace et pour le Rwanda et pour la RDC. Merci Oscar. Je dirais d'abord que en 1994, les ex-FAR, puisqu'on l'a dit, les autres intervenants l'ont dit, les ex-FAR sont entrés chez nous contre la volonté des Congolais avec armes et munitions. Il y a eu même des hélicoptères, des chars, des blindés. Et nous apprenons qu'il y a ceux qui sont entrés avec même des chèvres, de vaches, familles et enfants. Ça, c'est la population. Mais moi, je parle des aspects militaires. Comme je suis militaire, je vais me focaliser sur les aspects militaires. Et quand ils sont entrés chez nous, ils ont constitué, comme les autres l'ont dit, des groupes. Il y a eu les Interamwe et il y a aussi les ex-FAR. Et on vous a détaillé le processus qui a conduit à la création des FDLR. Et au sein des FDLR, il y a eu des scissions. Il y a eu Munda Chumura qui est resté avec le FDLR Foka. Il y a eu le FDLR Rude. Il y a eu d'autres factions des FDLR qui ont évolué au Nord Kivu. Et pour répondre précisément à votre question, les FDLR, d'ailleurs, quand on a éliminé, on a neutralisé Sylvestre Munda Chumura en 2019, il avait déjà plus de 60 ans. C'est un des têtes de file. Oui, il avait plus de 60 ans. Donc, les FDLR moyens ont l'âge des Kagame. Et Kagame était combattant, il était militaire. Je ne vois pas Kagame prendre les armes et aller sur le terrain pour combattre. Donc aujourd'hui, s'il y a menace, la menace des FDLR pèse plutôt sur les Congolais que sur les Rwandais. Et moi, je me suis toujours posé cette question. Et c'est une question que je pose à la communauté internationale et aux Rwandais. Depuis que les FDLR sont là, combien de fois ils ont déjà attaqué le Rwanda? Et pourquoi on doit les considérer comme une menace pour les Rwandais alors que la grande facture est payée par les Congolais? Les FDLR s'attaquent aux Congolais, les FDLR tuent les Congolais. Parmi plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués les 30 dernières années, les FDLR ont contribué à beaucoup de pourcentages dans cet effectif de morts-là. Donc c'est pour dire qu'à l'heure actuelle, avec, j'espère que nous allons revenir avec chiffres à l'appui sur les opérations qui ont été menées. Nous allons en parler, justement, les opérations qui ont été menées conjointement et seules par la RDC. Ne constitue plus une menace pour le Rwanda.
Et alors pourquoi ces prétextes Nikez est toujours brandi chaque fois que la RDC monte en puissance avec son armée pour neutraliser toute velléité expansionniste, toute velléité de guerre? Kagame brandit le prétexte des Interamoués, des FDLR, qu'il a la poursuite. Il accuse même l'armée congolaise d'être de mèche, de collaborer avec les FDLR. Oui, le prétexte, c'est pratiquement dû à ce qu'on appelle pratiquement les privilèges de l'impunité. Parce que dans cette guerre, Kagame a été un instrument, une passerelle. Mais il est plus machiavélique, plus rusé, qu'il a pratiquement fait pire que ceux qui ont conçu le plan. Attendez, un instrument, une passerelle. Donc derrière lui, il y a de puissance ou des gens qui le poussent à faire ça. Effectivement, derrière lui, il y a des puissances. Je rappelle simplement que en 1993, les États-Unis ont subi un échec cuisant au niveau de la Somalie. Et le 3 mai 1994, le gouvernement Clinton, l'administration américaine, a pris une loi qu'on appelle pratiquement, je pense, le décret présidentiel PPD 25. Cette loi dit ceci. Donc, en fait, cette loi interdit aux troupes américaines d'aller sur le terrain. Mais 2 jours après, le 5 mai, la loi est explicite en disant que les Américains ne peuvent soutenir militairement et financièrement que les États là où les intérêts nationaux américains sont mis en jeu. Et les intérêts nationaux américains, c'est en RD Congo. Parce que depuis toujours, les Américains, à travers les Belges, veulent récupérer ce qu'ils ont pratiquement sémé au Congo. Rapidement, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils ont sémé? Rapidement, les constructions au Congo ne sont pas l'œuvre des Belges. C'est la Chase Bank, la banque de la famille Rockefeller, qui a prêté de l'argent aux Belges. Et les Américains estiment que les Congo utiles, caoutchouc, minerai, tout ce que vous voulez, leur appartient. Alors, puisque ce Congo-là leur appartient... Et ça, c'est votre analyse, Nikez. Vous pouvez vérifier, hein, ce sont des analyses, je ne suis pas le seul à les dire. Puisque ce Congo-là leur appartient, ils ont droit de vie et de mort sur les richesses de la RDC. Alors, ils ont utilisé le Rwanda de Kagame. C'est comme cela que Kagame jouit du privilège de l'impunité. Et ce privilège a été démontré par Carla Del Ponte. C'est-à-dire que tous ceux du FPR qui ont fait la guerre au Congo, qui ont posé des actes criminels au Congo, ne peuvent pas être poursuivis par la justice internationale. Cet accord a été signé avec les États-Unis. Alors, à partir de cet accord-là... Mais qu'en est-il du tribunal de paix d'Arusha? Mais le tribunal pénal international, pour le Rwanda, n'a pas jugé les Tutsis. Il n'a jugé que des Hutus. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait le départ de Carla Del Ponte d'Arusha. Parce qu'elle a trouvé anormal qu'on ne puisse juger que des Hutus. Donc, ce privilège de l'impunité, aujourd'hui, est vécu avec la présence de Bill Clinton à Kigali. À la cérémonie, à la commémoration du 30e anniversaire du génocide rwandais. Vous voyez, vous avez Bill Clinton, vous avez aussi la repentance faite par Macron. C'est la diplomatie de la repentance qui dit simplement, nous avons péché, pardonnez-nous nos fautes et acceptez-nous chez vous. Donc voilà un peu ce qui donne la force à Kagame pour qu'effectivement, qu'il continue à utiliser le prétexte de FDLR pour venir s'aventurer sur le sol. Mais comment expliquer, Nikez, peut-être ce sera la dernière question avant de prendre Patrick, comment expliquer que 30 ans après, cette dette morale continue à peser sur la France? Parce que vous parlez de la repentance de la France, qui venait d'ailleurs de signer un accord de coopération économique avec les Rwandais, un accord de plus de 400 millions d'euros. Oui, mais ça continue parce que
tous ces pays, toutes ces grandes puissances n'ont pas terminé avec la RDC. Ils continuent à piller chez nous. Et comme ils doivent passer par la passerelle qui est le Rwanda l'utilise à bon escient. Ça continue et dans tous les domaines. Affaiblissement. Parce que ce que je n'ai pas dit, en plein génocide, les Nations Unies ont signé l'embargo des armes contre le gouvernement rwandais et pas contre l'FPR ou l'APR. Et vous voyez que les schémas se répètent chez nous. Nous avons connu l'embargo presque pendant 18 ans chez nous, alors que le CNDP, le RCD, le CNDP pouvaient bien se procurer des armes. Donc c'est pratiquement une copie dupliquée de ce qui s'est passé au Rwanda qu'on applique chez nous. Même schéma, embargo, le gouvernement légal n'achète pas les armes, les groupes armés sont mieux nantis en armement que le gouvernement. Et donc ça profite, le pillage est là, l'écosystème est détruit, ainsi de suite. Donc l'opération, le business du sang se comporte très bien. On n'a pas alors, on n'a pas de raison de ne pas soutenir Kagame. Patrick Mutombo Kambila, j'ai beaucoup de questions qui me traversent l'esprit, mais je vous pose celle-ci parce que les génocides rwandais qui est en train d'être célébré, il y a eu une grande messe à Kigali. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait les déplacements de Kigali pour s'incliner devant la mémoire de tous ces morts dus au génocide rwandais. Il n'y a pas eu que des Tutsis, il y a eu des Hutus, même des Ntwa, qui avaient été massacrés en 1994, même si aujourd'hui on brandit seulement une seule ethnie, l'ethnie Tutsi, qui a été massacrée, ou l'épuration des Tutsis. Mais moi je voudrais savoir, comment transporter, comment expliquer que les génocides rwandais commencent à se transporter sur les sols congolais, sur les théâtres des affrontements en RDC? Oui, d'abord il faut regarder cette question en analysant très bien les choses, comment elles se sont déroulées sous le maréchal Mobutu. Le président Habyarimana comme le président Mobutu Sese Seko étaient tous dans le giron français. Et la guerre qui s'est déroulée entre le régime du président Habyarimana contre le FPR du président Kagame était en réalité une transposition sur le sol africain d'un antagonisme entre anglo-saxons et français. Le régime ou l'armée du président Kagame, quand elle arrive de l'Ouganda pour prendre le pouvoir par les armes au Rwanda, elle vient en réalité pour chasser le protégé de Mitterrand. Il y avait le président Habyarimana qui était le protégé de Mitterrand, il y avait Mobutu Sese Seko qui était aussi le protégé du précaré français, c'était les francophones. Et donc, ça s'est décliné en termes de la guerre d'influence entre les États-Unis d'Amérique, leaders du monde anglo-saxon, avec les Britanniques. Suivez mon regard, quand vous voyez par exemple qu'au lendemain du démarrage de la commémoration, le président Kagame est allé à Londres. Il a été accueilli avec faste. À Londres, il y a 2 ou 3 jours. Le président Bill Clinton s'est déplacé en personne à Kigali avec l'avion présidentiel qu'on appelle quoi, Force One. Force One. C'est autant de signaux. Air Force One. Air Force One. Il a atterri sur l'aéroport de Kigali avec Air Force One. Et quelques temps après, le disais-je, le président Kagame est allé à Londres. Bien sûr, avec cette histoire-là des migrants. Donc si j'évoque ça, c'est juste pour relever le fait que nous avons été, un peu comme on dit en lingala, soki banjokomi baleba okobunda matiti, c'est l'herbe qui en pâtit. Nous avons subi les conséquences. Nous avons subi ces conséquences. Voilà pourquoi Bill Clinton, le président américain, pendant le génocide, il n'a même pas bronché, il n'a même pas voulu arrêter cette guérilla. Pourquoi? Parce qu'il voulait que
le FPR qui avançait sur Kigali en finisse avec les protégés des Français. Donc en réalité, la France a perdu de son influence. Et même Dominique de Villepin l'a reconnu tout récemment. Il était secrétaire général à l'Élysée. Il est en train d'en regretter parce que la France avait l'information, avait perdu tous les moyens avec son opération turquoise à Kigali. Et c'était devant le rouleau compresseur du monde anglo-saxon qui se battait pour installer au pouvoir ceux qui leur étaient favorables. Vous remarquerez que par la suite, le Rwanda, qui était aussi un pays francophone, va devenir du jour au lendemain un pays d'expression anglaise. Nos compatriotes, nos amis rwandais avec lesquels nous vivions ici à Kinshasa, à Likasi, à Lubumbashi, ils sont rentrés là-bas, ils étaient obligés de se mettre à l'anglais. Donc, et le paradoxe, c'est que les Rwandais font partie de la francophonie. Ça a été maintenant une stratégie diplomatique. Donc ça, c'était de la manœuvre diplomatique qui frise à la limite un peu du cynisme diplomatique. Nous parlons FDLR ce soir. Nous parlons de ce pays, le Rwanda, qui continue à penser que la RDC doit continuellement demeurer dans sa partie orientale comme sa zone d'influence. Donc, ainsi planter le décor, vous comprendrez que lorsque se déroule le génocide avec son corollaire de malheur sur le Congo 30 ans après, nous disons oui, ça suffit. Parce que la RDC est devenue aujourd'hui un pays qui aligne tous les paramètres pour devenir une puissance, est devenu un pays aussi fréquentable avec la diplomatie mise au pied par le président Tshisekedi, et que nous devons aujourd'hui, tous à l'unisson, conjuguer les efforts pour devenir ce pays qui serait même une destination rêvée et laquelle vocation le Rwanda cherche à tout faire pour salir la réputation du Congo afin de devenir pour les autres nations, la communauté internationale. Merci à Patrick Mutombo Kambila. Merci. Juvenal Mounoubo, je voudrais rebondir sur ce que Patrick Mutombo venait de dire tout à l'heure. Justement, la deuxième partie de cette émission, il y a eu des opérations conjointes, des rapatriements volontaires et même forcés des FDLR vers leur pays, le Rwanda. Il y a même des FDLR qui sont rentrés au Rwanda. La question que je voudrais vous poser, qu'est-ce que les Rwandais en a fait? Parce que jusqu'aujourd'hui, ça fait 30 ans après, les Rwandais continuent à réclamer pour chasser les FDLR qui seraient même à l'Équateur, même à Kisangani, dans le Grand Katanga, le FDLR qui est devenu aujourd'hui comme un mythe qui est en train d'être recherché par les Rwandais. Alors, il y a eu beaucoup de phases de rapatriement parce qu'à l'époque, au sein de la MONUSCO, je crois que ça existe encore, hein, il y avait le DDRRR. Et à travers ces programmes, il y avait une tripartite, gouvernement congolais, ACR, Rwanda aussi. Alors, beaucoup de CFDLR ont intégré l'armée rwandaise, ça on ne le souligne pas. Hein. Il y a ceux qui ont été intégrés dans l'armée rwandaise, parce que l'armée rwandaise est constituée pas seulement des Tutsis, il y a des Hutus, il y a beaucoup de Hutus qui sont venus du Congo. C'est ça la malignité de Paul Kagame. Et dans les corps expéditionnaires rwandais en appui à M23, on retrouve beaucoup de Hutus qui viennent du Rwanda. Alors, il n'y a pas eu un système de réconciliation nationale au Rwanda. En tout cas, au Rwanda, si vous émettez différemment de Kagame, si vous exprimez une opinion contraire, ce n'est pas comme ici au Congo où il y a l'opposition. Le président Tshisekedi promeut l'exercice des droits de l'opposition et il est à féliciter pour ça. Mais au Rwanda, c'est tout autre chose. Donc, vous critiquez les pouvoirs au Rwanda, vous êtes assimilé au FDLR et on vous traite des révisionnistes. Et donc, il n'y a pas du tout de réconciliation nationale au Rwanda. Mais par contre, ils sont allés renforcer l'armée rwandaise, ils les ont intégrés et ils sont renvoyés au Congo pour poursuivre l'exploitation du Congo. Il y a un auteur bien connu qui s'appelle Bernard Debré qui a écrit un livre qu'il faudra absolument lire, Les Retours du Mwami, où on montre qu'avec l'arrivée des Kagame au pouvoir
Il qualifie ça du retour de Mwami. Le Mwami, à l'époque, il y avait des rois Tutsi, à l'époque, des Kigeri, des Mutara. Avec ces retours du Mwami au Rwanda, après le génocide, au fait, il y a une autre guerre qui a continué au Congo. Certes, il y a eu génocide au Rwanda, qui a été condamné au niveau international, mais il y a eu des massacres. La guerre a pratiquement continué au Congo. Et là, ceux qui payent la facture, les lourds tribus, c'est des Congolais. Et maintenant, on parle de plus de 10 millions de morts. Et donc, l'effort à faire pour nous, Congolais, c'est quoi? C'est de demander l'installation d'un tribunal pénal international sur le Congo. C'est vrai, sur le plan international, on dit, voilà, c'est très coûteux, mais la MONUSCO, elle a été très coûteuse comme mission de maintien de la paix. Et je crois qu'un tribunal pénal international sur le Congo serait moins coûteux même que la mission des Nations Unies qui a été très onéreuse. Et donc, il faudrait peut-être qu'au niveau du Parlement, qu'on prenne à bras-le-corps cette question de demander au Conseil de sécurité que soit installé un tribunal pénal international sur le Congo. Et ce tribunal pourrait essayer de revenir sur tous ces crimes, ces massacres qui ont été commis sur le sol congolais. Et ce qui est curieux, des massacres qui sont commis en silence. Et on parle des Gakobola, des Kassika, des Mwenga, on parle des Kishiché. Il y a véritablement l'omerta, comme l'a dit Charles Onana dans son récent ouvrage Holocauste au Congo. Mais il faut compter quand même sur la détermination de Congolais. Ce qui est intéressant, c'est que la population congolaise appuie les gouvernements congolais et tous les efforts du président Tshisekedi pour dire non à l'agression. Vous savez, lorsque dans la ligne officielle du gouvernement, on dit pas question d'engager quelconque négociation avec la M23 aussi longtemps que ne cesse cet appui que le Rwanda apporte au M23. Les messages passent bien et il y a une symbiose entre le gouvernement et la population. Et je crois qu'il faut maintenir ça. Et je vois ici le général Ekenge, porte-parole de l'armée. Il faudrait qu'on encourage vraiment les relations civilo-militaires. Notre armée doit être davantage appuyée par la population congolaise, nos forces de sécurité doivent être appuyées par la population congolaise, qu'il y ait une complicité positive entre nos forces de sécurité et de défense et la population congolaise. Comme ça, toutes les caches de l'ennemi, toutes les stratégies du Rwanda qui s'infiltrent au sein de la communauté congolaise, que l'on puisse dénoncer toutes ces poches, toutes ces cellules-là qui utilisent Kagame. Et voilà, c'est le travail qu'on doit faire, l'amélioration des relations civilo-militaires. Merci beaucoup. Je rappelle parce qu'il y a déjà cette confiance entre les gouvernements et la population. Merci parce que vous maîtrisez la question. Vous avez été rapporteur justement de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Mon général, nous parlions tantôt des rapatriements volontaires et même forcés des FDLR vers le Rwanda. Juvenal l'a dit tantôt, certains FDLR ont même intégré l'armée rwandaise. Mais le prétexte persiste. Kagame continue à signer en disant que le FARDC continue à collaborer avec le FDLR, ce qui pourrait justifier la présence de l'armée rwandaise aux côtés d'M23. Je disais tout à l'heure que c'est la RDC qui paye le prix, le grand prix de la présence des FDLR au Congo. Et parmi les 10 millions et plus de morts, les FDLR y sont pour beaucoup. En plus de ce que le Rwanda nous fait subir à travers ses supplétifs. Mais allons un peu vers l'histoire. Après les génocides, effectivement, les ex-FARC sont venus chez nous, ils se sont constitués en FDLR, mais il y a eu l'AFDEL. L'AFDEL a occupé ce pays de l'est à l'ouest, du nord au sud. L'AFDEL, c'est l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, de M. Laurent Désiré Kabila. Piloté par le Rwanda. Ah, piloté par les Rwandais. Et un Rwandais, en l'occurrence James Kabarebe, était le responsable numéro 1 des FAC, Forces armées congolaises, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Le numéro 1 des renseignements militaires, le numéro 1 des renseignements civils étaient tous de Rwandais.
qu'est-ce qu'ils ont fait des FDLR? Parce qu'ils occupaient tous les pans, toutes les forêts, toutes les villes, toutes les localités du pays. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme résultat contre l'FDLR? Ça, c'est une question que je laisse pendante. Après cela, il y a eu le CNDP qui a été créé. Après, le CNDP, avant le CNDP, c'était le parti du RCD Goma, qui était le produit des Rwandais. Le CNDP, la même chose. Qu'est-ce qu'ils en ont fait des FDLR? Nous sommes arrivés à un certain moment où ces accusations persistaient. Et le gouvernement congolais a décidé qu'il y ait des opérations conjointes. J'ai suivi son Excellence, M. le ministre Mouyaya, avec le ministre de l'Industrie qui était à l'époque gouverneur. Vous voulez parler de Julien Paluku Kaongia, qui a rappelé que de janvier à février, pendant pratiquement un mois, c'est plus en cas, c'était en 2000, non, en 1900. 2008. 2008. C'était en 2008. C'est en 2008. Et je vous rappelle qu'à l'époque, j'étais le porte-parole de l'opération Kimia 2, qui était devenue plus tard Amanleo. Les Rwandais sont venus dans le cadre de l'opération Umoja Wetu. Et j'ai les bilans avec moi. Allez-y, donnez-nous les statistiques. Le bilan, c'est de l'opération Umoja Wetu, c'est 153 combattants FDLR neutralisés définitivement lors de cette opération-là. On est allé dans les coins et recoins de Rutshuru, de Massissi et de Walikale. Et après, il y a eu les opérations Kimia 2, devenues en 90, non, en 2010, Umoja Wetu, jusqu'en 2012. Il y a eu beaucoup, je dis bien beaucoup de... L'évaluation conjointe faite par la MONUSCO, le Rwanda et la RDC estimait les FDLR à 1500 combattants. Et tout au plus, on pouvait extrapoler jusqu'à 2000 combattants. Là, c'est jusqu'en 2012. Lorsqu'on a évalué la force FDLR, les combattants armés, on les estimait de 1500 à 2000 combattants. Et on a neutralisé jusque 1500 et quelques combattants. Et il restait 300. Moi, j'étais porte-parole et je m'occupais des statistiques. À un certain moment, on avait les chiffres négatifs. On a dit, mais où sont-ils? Donc c'est minimisable. Voilà. Et cette force-là ne peut pas constituer une menace pour les Rwandais. Malheureusement, dans l'imaginaire de Kagame, tous les Hutus, pour ne pas dire tous les habitants du Nord Kivu ou du Sud Kivu sont des FDLR. Ça, c'est ce que lui, il pense. Alors que les FDLR comme force sont devenus, ont été ramenés à une force résiduelle qui ne constituait pas une menace pour le Rwanda, mais qui constituait des coupeurs de route pour les Congolais. Et vous l'avez dit, ce sont les Congolais qui en payent la facture. Nikez Loka. Les FDLR ne représentent plus une menace. Vous avez suivi le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge. Les FDLR ont été neutralisés dans des opérations conjointes. Les rapports sont là. Les rapports attestés par la MONUSCO, par le gouvernement congolais et même rwandais. Et pourquoi encore ces prétextes? Donc les raisons de la guerre d'agression dont la République démocratique du Congo est victime aujourd'hui sont ailleurs.
les raisons sont ailleurs, effectivement. Et 2 petits mots pour les FDLR. Lorsqu'ils étaient appelés Interamwe, en 1999, le gouvernorat du Nord Kivu s'est installé à Kiwanja. De janvier 1999 à juin 1999. Le gouvernorat sous Kanyamwanga avait rapatrié 60 000 Rwandais, remis officiellement au préfet de Gisenyi et de Ruwengeri. Et pour la petite histoire, la cellule qui s'occupait de la sensibilisation était gérée par Madame Faïda Mwangula, qu'on appelait, nous étions tous là, Mama Leki. Elle fut ministre. Elle était conseillère administrative du gouverneur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de ministre dans les provinces. Et cette structure ou cette cellule du gouvernorat portait le nom de TPD, Tous pour la paix et le développement. Cela signifie quoi? Le gouverneur disait, parce qu'il y a des villages où il y a la cohabitation, vous avez des villages où vous avez les Hutus et les Tutsis, dans les Rutshuru, dans les Massis. Et le matin, on se réveillait, on trouvait que si c'était la paire qui passait, toutes les cases de Hutus étaient brûlées. Et si c'était les Interamwe, toutes les cases de tous étaient brûlées. Alors, le gouverneur a seulement dit, le problème du Rwanda ne concerne pas les Hutus et les Tutsis congolais. Laissez les Rwandais résoudre leurs problèmes. C'est comme ça qu'il a créé le TPD, dirigé par Faïda Mwangela, qui était ministre dans le 1+4. Alors, lorsque le gouverneur meurt, le TPD devient une milice. Cela signifie quoi? Le président Kagame retourne tous ces Hutus qu'on avait rapatriés, il le retourne au Congo pour constituer la milice TPD. Les Hutus rapatriés retournent au Congo. Sont renvoyés au Congo avec notre mission. Avec la mission, et ce sont ces Hutus-là, le TPD qui va accompagner Laurent Nkunda dans la guerre de Mutebutsi contre la République, la guerre de Bukavu en 2004. Alors, lorsque le gouvernement congolais et la mission des Nations Unies commencent à reconnaître certains rapatriés, dit mais c'est pas possible, ces gens étaient dans nos camps, nous les avons rapatriés, comment ils reviennent? C'est alors que Kagame change de stratégie. Tous les Hutus, nous les appelons FDLR, mais disons tous les réfugiés Hutus rapatriés au Rwanda, ils subissent un lavage de cerveau et on leur apprend l'idéologie, on leur pardonne, donc sous le pardon de Kagame, ils redeviennent des Rwandais. Et lorsqu'ils redeviennent des Rwandais, on le retourne au Congo pour combattre aux côtés du M23. Et c'est alors que allez-y. Ces gens qui étaient rapatriés volontairement ou forcés, lavage de cerveau, dit vous êtes des Rwandais, vous devez aller défendre le Rwanda au Congo. On le déverse encore au Congo et ce sont eux qui constituent les grands effectifs. Et si je vous comprends bien, les FDLR qui sont au Congo, ils sont l'apanage de Kagame, c'est lui qui les renvoie. Les FDLR ont cessé d'exister parce qu'une fois retournés au Congo, une fois retournés au Rwanda, ils rentrent au Congo comme Rwandais, comme soldats rwandais, plus comme FDLR. Donc nous devons aussi changer notre façon de voir les choses. Que les FDLR n'existent plus. Parce que tous ceux qu'on a retournés au Rwanda, après le lavage des cerveaux, le recyclage, on le retourne au Congo comme soldats rwandais. Ils redeviennent des citoyens rwandais à part entière et on leur donne la mission de venir combattre aux côtés des M23. Votre réaction à chaud, les FDLR n'existent plus, selon Nikes. Les FDLR, non seulement n'existent plus, mais le Congo, les gouvernements successifs que nous avons connus au Congo n'ont pas ménagé les efforts, n'ont pas, ils ne sont pas partis par une main morte. Il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions menées par les gouvernements congolais dans le rapatriement de ces Hutus rwandais. Vous voyez par exemple les images qui s'affichent. Il s'appelle Abiyarimana, on le rapatrie chez lui, mais il revient, il change de nom, il prend le nom de Mulumba.
Il y en a comme ça plein. Même quand, Et c'est la stratégie de Kagame. oui, même quand on les rapatriait à partir de la base militaire de Kamina, de Tchabobo, de Lusoko, partout ailleurs, vers les années 2000, c'était difficile d'avoir une liste avec leur vrai nom. Ton site s'appelle au Congo Abimana. Une fois au Rwanda, on lui donne un nom congolais. Et oui, il devient Balkaïch. Donc, Kabuya, par exemple. Par exemple. Ou bien Kabeya. Ou bien Luzolo. Ou bien Luzolo, ou bien Ntimba. Ntimba. Mais il ne sait pas parler la On langue. le congolise, on le remet au Congo pour qu'il continue la sale besoin. Donc, le gouvernement congolais successif ont eu à faire beaucoup d'initiatives de rapatriement de ces Hutus rwandais, mais dommage que nous n'avons jamais reçu un acte de réciprocité de la part du Rwanda. On n'a jamais eu de retour. On n'a jamais eu de retour. Nous avons arrêté Ladislas Ntaganzwa, rapatrié au Rwanda. Arrêté à Goma en 2016, rapatrié au Rwanda. Nous n'avons jamais eu une réciprocité de la part du Rwanda. Nous avons neutralisé définitivement Mudachumura, Retegeka Wilson. Nous avons même fait rapatrier beaucoup d'autres, mais nous n'avons jamais eu de retour. Mais par contre, le Rwanda préfère forger de petites rébellions pour les retourner et déstabiliser et tuer nos populations congolaises. C'est dommage. Et conscient du comportement versatile de notre adversaire qui est en face, Juvenal Mounoubo, quelle est la thérapeutique? Parce qu'on ne peut pas tabler, miser sur la sincérité de Kagame. Il change à tout moment. Vous avez suivi votre co-débatteur, Patrick Mutombo. Il a bien dit qu'une fois rapatrié au Rwanda, les FDLR ou le Rwandais, ils rentrent au Congo avec les non-congolais. Oui, on ne doit pas compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi, parce que Kagame, c'est une personne de mauvaise foi. Hein? Vincent Biruta et tous ceux-là que les officiels congolais rencontrent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi, on ne doit pas compter sur... on ne peut pas supposer qu'ils soient de bonne foi parce qu'ils sont de mauvaise foi manifestes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut maintenir la dissuasion. Et cette dissuasion, on peut la maintenir facilement à partir d'abord de notre armée. Il faut bien investir dans les FARDC, que les militaires aient le nécessaire vraiment pour le travail. Je sais qu'un travail est en train d'être fait par le gouvernement, sous le leadership du président Tshisekedi. Le Parlement aussi, son droit de regard là-dessus, comme prévu dans la Constitution, pour que l'armée et la police travaillent comme il se doit, avec tout le moyen, toute la dotation. Investir donc dans les FARDC, mais aussi maintenir cette dissuasion. C'est déjà bien qu'il y ait des forces régionales qui nous accompagnent, comme le cas de Sami RDC maintenant, qui est à pied d'œuvre. Et donc maintenir la dissuasion, c'est très important. Mais en même temps, il faut de la pression sur le plan diplomatique. Il faut qu'on arrive à entendre que des sanctions ont été prises sur le régime de Kigali. Nous n'y sommes pas encore. Et donc, il faut accentuer la pression diplomatique pour que des sanctions soient prises contre les dignitaires rwandais. Moi, je crois que c'est de cette façon-là. Mais nous ne pouvons pas aller dans les tables pour parler. Je sais qu'il y a 2 processus actifs maintenant là, à Luanda et Nairobi, en oubliant cet aspect des choses. Parce que le Rwanda est pauvre, ne soyons pas distraits quand on dit voilà, les Rwandais exportent des minerais. C'est des minerais congolais, c'est clair. L'Union européenne parle des Oui, minerais critiques dans dont disposeraient les Rwandais. l'Union européenne. Un protocole d'accord a été signé à cet effet entre l'Union européenne et les Rwandais pour assurer la traçabilité des minerais critiques dont le sous-sol rwandais ne dispose pas. Il y a des écrits, hein. Quand vous lisez des écrits, il y a ce qu'on appelait l'Académie royale des sciences d'outre-mer, l'Académie. Il y a des écrits. Au Rwanda, la minéralogie est très pauvre. Il n'y a pas de minerais au Rwanda, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait quelques mines de cassitérite, mais il n'y en a plus à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme richesse naturelle au Rwanda? C'est le thé. Hein? C'est la culture du thé qu'il y a là-bas. Hein? Et donc, comment est-ce que le Congo, comment est-ce que le Rwanda deviendrait exportateur des minerais? C'est par quelle alchimie? C'est des minerais congolais. Donc, on ne trompe pas l'opinion internationale là-dessus. Et donc, moi, je suis très content de la position que prennent les officiels congolais par rapport aux autorités de l'Union européenne, que ce soit la Commission ou les hauts représentants aux affaires étrangères, qu'il ne faut pas laisser penser que le Rwanda
peut exporter honnêtement les minerais. C'est des minerais pillés au Congo. Général Ekenge, doit-on rester dans cette logique de talk and fight pendant que le gouvernement dialogue? Il y a des pourparlers de Nairobi, des pourparlers de Luanda. Il y a beaucoup d'initiatives de paix dans la région pour amener justement la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous estimez qu'il faut continuer à utiliser cette phrase magique, talk and fight? Ça veut dire pendant qu'on parle, il faut continuer avec la guerre, surtout avec la montée en puissance des FARDC. Chacun doit jouer sa partition. Lorsqu'on est en guerre, il y a plusieurs méthodes qu'il faut utiliser. Nous, l'armée, nous avons nos méthodes. Le politique a ses méthodes. La diplomatie aussi, c'est une approche. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une guerre hybride que le Rwanda tente de nous imposer. Et il faut... C'est quoi une guerre hybride? C'est une guerre hybride qui utilise tous les modes d'action. Les modes d'action militaires. Et quand vous parlez de modes d'action militaires, il y a les modes d'action classiques, la guerre non conventionnelle, et la guerre terroriste, et aussi la guerre économique, la guerre diplomatique, les opérations d'influence, tout ça, ils mélangent tout cela. Et il nous appartient de nous adapter et d'adapter nos stratégies en fonction de ce que l'ennemi nous impose. Et je suis sûr qu'au niveau de notre gouvernement, on a compris cette stratégie rwandaise et on est en train de mettre en place la machine qu'il faut. Pour ne pas vous couper, mon général, et aujourd'hui, ce sont les objectifs civils qui sont en train d'être attaqués par l'ennemi, des bombes qui tombent à Mugunga, même dans les sites des déplacés. Ça, ce sont les méthodes terroristes, c'est pour semer la terreur dans la population et tenter d'opposer la population à son armée, tenter d'opposer la population au gouvernement, pour amener la population à dire que le gouvernement ne fait rien, l'armée ne fait rien, voici on est en train de bombarder. Et d'ailleurs, pour rentrer dans le recyclage des FDLR, l'unité qui opère dans les hauteurs de Saké est composée en majorité des FDLR. Donc qui ont été rapatriés au Rwanda, des renseignements pris qui ont été recyclés sur les théâtres des affrontements, oui, qui ont été des recyclés opérations là-bas et qui sont là. Je ne parle pas en l'air parce qu'il y en a qui se sont rendus au FARDC et qui nous ont donné les informations. Et le fameux Abiarimanakon qu'on a montré ici, il est parmi ces gens, un colonel qui s'est rendu et qu'on a ramené au Rwanda. Et aujourd'hui, les Rwandais les utilisent. Ils utilisent tous ces rendus pour leur dire qu'en tout cas, si vous voulez être un citoyen congolais, il faut aller combattre, un citoyen rwandais, un vrai citoyen rwandais, il faut aller combattre au Congo. Et si vous gagnez la guerre au Congo, eh bien, vous serez considéré comme un vrai Rwandais. Et une autre dimension qu'on n'exploite pas beaucoup, c'est que dans la composition de l'armée rwandaise, les cadres sont la plupart des cadres, je dis 98% des cadres sont des Tutsis. Tandis que la troupe, elle est Hutu. Et ceux qui sont envoyés au Congo sont en majorité des Hutus qui meurent en masse au Congo. Des Hutus formatés. Ou recyclés, comme vous pourrez prendre vos propres termes. Qui sont dans l'armée rwandaise, qui sont recrutés aussi dans les rangs des M23, et qui sont rwandais, et qui sont aussi des Congolais. Et il y a des missions, le gouvernement envoie des missions au Rwanda pour que nous puissions retourner et récupérer nos réfugiés et les ramener ici. Mais on ne nous a jamais montré les réfugiés rwandais qui sont au Rwanda. Et c'est parmi ces réfugiés-là qui recrutent pour les inscrire parmi les M23. Et il y a les Hutus aussi qui sont dans l'armée rwandaise et qu'on envoie au Congo. Et pour moi, c'est une sorte d'épuration ethnique pour faire l'équilibre
Hein, vous avez dit que c'est 15%, c'est Nikez qui l'a dit, 15% de la population rwandaise est Tutsi, alors que la majorité est Hutu. Hein, la majorité est Hutu. Alors, n'est-ce pas une sorte d'épuration ethnique Ce sont les Hutus qui sont envoyés au front oui, pour venir combattre en RDC. de mener au Rwanda. Ça, c'est une question que je laisse une fois de Merci, plus. mon général. Nous n'allons pas entrer dans les stratégies. Je sais que notre armée est en train de monter en puissance pour mettre hors d'état de nuire ces terroristes du M23 avec leurs mentors, les éléments de l'armée rwandaise. Nikez Kebelbeloka, la stratégie de Kagame. Si le prétexte FDLR ne tient pas debout, il faut utiliser des paravents congolais. Oui, il a des stratégies machiavéliques, mais pour comprendre toute la manœuvre de Paul Kagame, il faut lire la loi sur la nationalité rwandaise. La loi sur la nationalité rwandaise considère que est rwandais toute personne qui a la culture rwandaise. Donc, qui parle Kinyarwanda, que vous soyez congolais, que vous soyez américain, mais si vous avez la culture rwandaise, à tout moment que vous retournez au Rwanda, vous pouvez obtenir cette double nationalité que vous aurez perdue. Et c'est ce qui complique chez nous. Parce que tous ces réfugiés, qu'ils soient Tutsis ou qu'ils soient Hutus, selon l'esprit de cette loi, ils sont à la fois congolais et rwandais. Et lorsqu'il est congolais, s'il veut redevenir rwandais, ça ne pose aucun problème. Je vous donne un exemple qui s'est passé en 2009. Je pense que l'honorable Juvenal doit connaître. Un député national congolais a été arrêté au Rwanda. L'Assemblée nationale congolaise a dépêché une mission. Mais au Rwanda, on leur a dit non. Nous l'avons arrêté comme citoyen rwandais. C'est les nôtres. Nous l'avons arrêté comme citoyen rwandais. Il a obtenu des crédits bancaires comme rwandais chez nous. Et il est chez nous en prison comme rwandais. Votre histoire des Congolais, de votre député, nous ne les connaissons pas. Donc vous voyez des cas comme ça, ça crée de la confusion. Et dans l'esprit des Congolais, et dans l'esprit, effectivement, des Congolais d'expression Kinyarwanda. Alors, cette stratégie-là, effectivement, influe sur ces réfugiés qu'on a retournés au Rwanda, qui subissent le lavage des cerveaux, et à qui, après avoir demandé pardon, parce que tout Hutu qui retourne au Rwanda est obligé de demander pardon, d'accepter qu'il a hérité du génocide. C'est un peu comme les loups et l'agneau. Si c'est, non, comment on dit? Oui, les loups et l'agneau. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Alors, ils demandent pardon, le président Kagame leur pardonne, et ils jurent de ne plus commettre des erreurs. Alors, quand ils reviennent au Congo, ils doivent montrer la bravoure pour mériter davantage cette nationalité qu'on semble leur refuser à cause du génocide. Donc il y a autant de stratégies qu'il utilise et nous devons entrer dans cette stratégie pour faire des contre-stratégies. Patrick Mutombo, nous avons été au Rwanda. D'ailleurs, Nikez l'a dit tantôt, si ce n'est pas lui, je pense que c'est le général Ekenge, dans le cas de la réciprocité, dans les rapatriements volontaires des réfugiés rwandais qui étaient au Congo, qui devaient rentrer chez eux. Et le Rwanda a demandé aussi à ce que les autorités congolaises aillent récupérer les réfugiés congolais vivant au Rwanda. Arrivés au Rwanda, les réfugiés congolais, les soi-disant réfugiés congolais, ne connaissaient même pas leur terre, même leur tribu, leur ethnie, leur aïeux. Ça se passe comment, cette duplicité? Oui, et pour revenir à cette question des réfugiés, entre guillemets, congolais au Rwanda, il y a tout un arsenal juridique qu'on appelait les accords tripartites. Et dans ces accords tripartites qui traînent jusqu'aujourd'hui à être appliqués, nous avons un accord tripartite avec le HCR et le Rwanda, le HCR et le Burundi, RDC, HCR, Ouganda. Ça existe. Maintenant, quant à ce qui concerne les réfugiés congolais, entre guillemets, qui sont restés au Rwanda, je vous informe qu'au mois d'août dernier, le 2 août 2023, eux-mêmes, les Rwandais sont allés vérifier les camps
ils ont trouvé que la plupart de ces réfugiés n'y étaient plus et ne voulaient même plus rentrer au Congo parce qu'on leur aurait miroité d'aller dans des pays tiers comme les États-Unis et tout. Et donc, même ce prétexte-là de dire que le M23 ou tout autre groupe armé d'obédience rwandaise se bat pour le retour des réfugiés au Congo, c'est donc c'est devenu un prétexte fallacieux et notre peuple doit le savoir. Est-ce que ces réfugiés existent, Ces réfugiés congolais au Rwanda? Bon, bien sûr, il y a eu des vagues de réfugiés en termes d'hostilité. Hein. Chaque fois qu'il y a eu une hostilité, une guerre, il y a des gens qui vont dans un sens comme dans un autre. Mais le nombre des réfugiés rwandais sur le sol congolais est plus important que celui dit de Congolais qui sont là-bas de l'autre côté. Vous vous souvenez, en 2016, le Rwanda menaçait de signer un moratoire pour dire au 30 juin 2016, il va chasser, tous les Rwandais qui ne sont pas sur le sol rwandais ne seront plus considérés comme des Rwandais, ils seront considérés comme des apatrides. Et au même moment, ils se sont arrangés pour faire dire à la conférence internationale de la CIRGL comme quoi il ne peut pas y exister d'apatride parce que chacun a son territoire. Mais dans l'entretemps, nous en avions ici sur le sol congolais plus de 200 000. Voilà comment le Rwanda voulait nous laisser sur le sol congolais plus de 200 000 réfugiés au motif que lui, le Rwanda, a pris un moratoire pour que jusqu'au 30 juin 2016, celui qui ne rentrait pas était considéré comme un apatride. Mais nous avons déjoué ce piège et qui fait qu'aujourd'hui, nous réclamons l'application des accords tripartites. Et qui dit accord tripartite, nous avons une condition comme Congolais. C'est ce qu'on a appelé le profilage de type 5. Qu'est-ce que signifie le profilage? Et ça sera de type votre 5? dernier mot, rapidement. Le profilage de type 5, ça signifie que vous dites que vous êtes Congolais. Un Congolais digne de ce nom, il a une province, il a un territoire, il a un secteur, il a un village, il a une localité. Vous demanderez, M. Mutombo, je vais vous dire, je suis de Casse-Orientale, je suis de Chilenge, de Bena, jusqu'à la case. Mais si vous ne savez pas décliner ce profilage qu'on appelle de type 5, qui est consigné dans les accords tripartites, et que vous dites que vous êtes Congolais, c'est là où, au lieu d'y aller par la loi, ils y vont par les armes, et c'est ça la guerre que vous avez dans l'Est de la République. Juvenal Mounoubo, c'est ça la question à laquelle nous étions butés quand nous étions au Rwanda, dans les camps des réfugiés, des soi-disant Congolais. Ils ne savaient pas s'identifier par rapport à ces profilages dont parle Patrick Mutombo. Bon, je sais qu'il y a des Congolais au Rwanda. Est-ce qu'il faut les appeler réfugiés? Est-ce qu'ils sont en nombre important? Je ne le crois pas. Je suis tout à fait d'accord avec Kibelbel, Nikez. Je sais que ce qui arrive souvent, c'est quoi? C'est que quand, par exemple, il y a un changement de pouvoir au Rwanda, c'est le cas en 1994, lorsque le pouvoir de Habyarimana a pris fin, eh bien, on a constaté qu'il y a des populations, certaines personnes qui vivaient avec nous au Kivu, qui sont parties là-bas pour joindre les nouveaux pouvoirs au Rwanda. Raison pour laquelle il faut beaucoup sensibiliser sur la question nationale, le vivre ensemble. C'est très important. Vous savez, je sais qu'il y a des Congolais qui parlent Kinyarwanda, de par leur culture. Ouais, et tout ça, c'est tout naturellement parce que les peuples qui vivent à la frontière, que ce soit la frontière entre la RDC et la Zambie, ils parlent le Kibemba. Exactement. Même l'ancien royaume du Congo, qui partait de l'Angola jusqu'au Congo Léopoldville, ex-Congo Léopoldville, même jusqu'à une partie du Congo-Brazza, c'est des réalités historiques, on ne peut pas le nier. Alors, mais les liens de nationalité, ça vous attache d'abord à votre État, à votre gouvernement. Et donc, ce n'est pas puisque vous vous exprimez en Kinyarwanda que vous devez afficher une allégeance avec Kigali. Et donc, nous devons il faut sensibiliser les Congolais, qu'ils soient d'expression Kinyarwanda ou pas, à afficher d'abord l'allégeance envers le gouvernement congolais, envers les autorités congolaises. C'est pour cela qu'on les appelle des Congolais, ils ont la nationalité congolaise. Mais aussi, justement, par rapport à la question des FDL, parce que nous sommes en train de terminer, donc nous sommes en train de conclure justement cette série d'émissions, cette deuxième émission justement par rapport à la question des FDLR. Est-ce que les FDLR constituent aujourd'hui un faux fuyant pour Kagame? La menace a été sensiblement amenuisée, réduite.
Et donc, de plus en plus, la question FDLR est utilisée comme prétexte pour justifier les campagnes militaires de Paul Kagame sur le territoire congolais. Et donc, on ne peut pas reculer par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de plan, par exemple, que nous pouvons préparer, nous, Congolais, pour l'éradication des FDLR. Il y en a pas. Général Ekenge, nous sommes en train de terminer cette émission. Oui, Kagame, pour manger avec lui, il faut utiliser une longue fourchette. Si vous n'utilisez pas une longue fourchette, il risque d'avaler votre bras et prendre tous les corps et partir avec. Puisque nous parlons d'FDLR, il n'y a pas que l'FDLR que Kagame utilise, même les groupes armés congolais. Comment Kagame a pu avoir les minéraux? C'est en finançant avec les armes et les munitions les groupes armés congolais. Certains groupes, je ne parle pas de tous les groupes armés, mais certains groupes armés congolais sont au service de Kagame. La plupart des FDLR, les CRAP qui sont à Nyiragongo, ils n'ont jamais attaqué le Rwanda. Il y a des groupes qui étaient vers Masisi Walikale, et aujourd'hui ils ne sont plus. Mais à l'époque, Guidon aujourd'hui avait abattu un Rwandais, un FDLR rwandais. Pourquoi? Parce qu'il s'est disputé la manne qui a été envoyée par Kagame. Et dans cette entrefaite-là, Guidon l'a abattu et il est parti. Donc, c'est pour dire que la plupart des FDLR, la plupart des groupes armés locaux sont l'émanation de la main basse de Kagame. Kagame qui les utilise pour tirer des bénéfices des non-produits, des non-ressources naturelles, des non-minéraux. Nikes Kebel-Loka, nous terminons par vous. Vous êtes suivi dans le Grand Nord, à Butembo, à Beni, présentement à Goma, on vous suit à Walikale, à Masisi, même à Kishiché. Si on peut couper le signal du satellite, mais les gens peuvent suivre par la magie du téléphone, de l'électronique. Vous voyez, on peut sur la télévision par son téléphone. Vous êtes suivi à Kishiché, à Rumangabo. Est-ce que vous avez un message à transmettre à tous ces Congolais résilients face à la guerre d'agression que nous impose le Rwanda via le M23? Merci beaucoup. D'abord, il faut noter une chose, qu'au Rwanda, le pouvoir ne s'obtient pas dans les urnes. Le pouvoir s'obtient par la force. Ah, mais il y a des élections qui sont organisées là-bas, non? Ah oui. Et bientôt, il y aura des élections. Appelez-les comme vous voulez, mais au Rwanda, le pouvoir, depuis des millénaires, le pasteur Bizimon nous a dit, depuis 150 ans, le pouvoir s'obtient par la force. Donc, il n'y aura pas de dialogue inter-rwandais. Il n'y aura pas de négociation entre ceux qu'on appelle l'FDLR et le gouvernement en place. Mais le message qu'il faut donner, il faut d'abord féliciter la résilience du peuple congolais et lui demander de continuer à résister. Parce que c'est notre pays, c'est notre sol, nous ne pouvons pas le céder, le sol, quelle que soit la puissance, la menace qui arrive. Nous devons résister et cette résilience va nous permettre à garder notre pays intact. Et les FDLR, c'est une question, c'est un faux fouillis, un prétexte. Les FDLR continueront à rester un prétexte parce que le général Ekenge vous a donné des chiffres ici. Je vous ai parlé de 60 000 envoyés recyclés. Les FDLR continueront à rester un prétexte jusqu'au jour où les rapports de force changera, jusqu'au jour où la RDC va imposer sa vision des choses, notamment une vision de paix au service et du Congo et de la région des Grands Lacs. Et vous verrez que ces problèmes, on n'en parlera plus. Voilà, le message est passé. Merci à Patrick Mutombo Kambila. Merci l'honorable Juvenal Mounoubo. Vous êtes député honoraire et en même temps, vous avez été ancien rapporteur au sein de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Merci au porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez accepté de délier les pans du voile parce que l'armée, c'est la grande muette. Vous ne parlez pas beaucoup. Mais aujourd'hui, vous nous avez éclairé, vous avez donné de l'éclairage sur cette problématique de cette question de FDLR. Merci à Nikes
Kibel Beloka. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. La série d'émissions sur la situation sécuritaire dans l'Est et dans la région des Grands Lacs continue. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.